Bonjour mes chers, je suis Jeanne Dupont, j'ai 75 ans et aujourd'hui je vais vous raconter comment ma vie a basculé et comment j'ai réussi à rebondir quand je m'y attendais le moins. Mais avant de commencer cette histoire qui me serre encore le cœur, j'aimerais vous demander d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de me dire dans les commentaires d'où vous regardez. J'adore savoir qu'il y a des gens de toute la France qui écoutent mes histoires. Bon, revenons à l'année 1969. J'avais 39 ans. J'étais mariée depuis 22 ans avec Marcel, et nous étions ce qu'on pouvait appeler une famille traditionnelle à cette époque. Nous avions 4 enfants. Richard, l'aîné, 21 ans, Sylvie avec 19 ans, Robert, 16 ans, et la petite dernière, Sophie, qui n'avait que 12 ans. Nous habitions dans une maison confortable, pas luxueuse, mais c'était la nôtre. Marcel avait un magasin de matériaux de construction qui nous permettait de faire vivre la famille. Et moi, comme la plupart des femmes de ma génération, je m'occupais de la maison et des enfants. À cette époque, nous n'avions pas toutes ces facilités d'aujourd'hui. La lessive était un vrai sacrifice. La machine à laver que nous avions était de ces anciennes qui nécessitaient d'essorer le linge à la main après. Et c'est lors d'un de ces lundis après-midi, jour où je m'occupais du linge le plus lourd, que ma vie a changé pour toujours. J'étais là à vérifier les poches de la veste de Marcel avant de la mettre à laver, comme je le faisais toujours. Il était organisé avec ces choses-là, rarement il laissait quelque chose dans ses poches. Mais ce jour-là, ce jour fatidique, j'ai trouvé un papier soigneusement plié dans la poche intérieure. Quand je l'ai ouvert, mon cœur s'est glacé. C'était une facture de l'hôtel Les Étoiles, datée du vendredi précédent. Justement le jour où Marcel avait dit qu'il irait à un salon des matériaux de construction à Lyon. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû m'asseoir au bord du lit. Avec la note de l'hôtel, il y avait un reçu d'une bijouterie montrant l'achat d'un collier de perles. Je n'avais jamais reçu de perles de Marcel pendant toutes ces années de mariage. Soudain, toute une vie de dévouement et de confiance s'est effondrée comme un château de sable. Je me souviens qu'à ce moment-là, je n'ai pas réussi à pleurer. C'était comme si quelque chose s'était figé en moi. J'ai gardé les reçus sous ma boîte à couture et j'ai continué à laver les vêtements comme si rien ne s'était passé. Sophie est rentrée de l'école et m'a demandé si j'allais bien, parce que je devais avoir une mine terrible. J'ai dit que c'était juste de la fatigue. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je fixais le plafond pendant que Marcel ronflait à côté de moi, comme si tout allait bien dans le monde. Comment pouvait-il dormir si paisiblement après m'avoir trompé, après m'avoir menti en me regardant dans les yeux? J'ai repensé à toutes les fois où il avait dit qu'il travaillerait tard ces derniers mois, à tous les salons professionnels et réunions d'affaires qui semblaient se multiplier. Le lendemain matin, j'ai pris une décision qui changerait tout. Je ne confronterai pas Marcel immédiatement. C'est ce qu'il attendrait de moi. Une explosion émotionnelle, des larmes, des cris, le scénario parfait pour qu'il dise que j'exagérais, que j'étais hystérique. Non, je serais plus intelligente. J'ai décidé d'observer et de rassembler plus d'informations avant de prendre des mesures. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à faire plus attention. Je notais dans un petit carnet caché dans mon tiroir de sous-vêtements les heures où il partait et arrivait, les appels étranges qu'il recevait et allait prendre loin de moi. Une fois, j'ai même appelé le magasin quand il a dit qu'il y serait, et l'employé m'a dit que le patron était parti depuis des heures. Ce ne fut pas difficile de découvrir qui elle était. Il m'a suffi d'aller au magasin un jour où j'ai dit que j'allais rendre visite à ma sœur. J'ai vu Marcel sortir pour déjeuner et se diriger tout droit vers la pharmacie 2 pâtés de maison plus bas. Elle était là, Isabelle, une jeune femme d'environ 25 ans, cheveux longs et lisses, bien différents des miens, déjà parsemés de quelques cheveux blancs que je teignais religieusement chaque mois. Ils ne m'ont pas vue, mais je les ai vus partir ensemble. Leur regard, sa main dans son dos, tandis qu'ils entraient dans une voiture qui n'était pas la nôtre. Ça m'a fait l'effet d'un coup de poignard. Là se trouvait la femme qui menaçait de détruire ma famille, 20 ans plus jeune que moi. Que pouvais-je faire contre ça? Cette nuit-là, j'ai pleuré en cachette dans la salle de bain pour la première fois, avec le robinet ouvert pour que personne ne m'entende. Mais quand je suis sortie de là, j'avais pris une deuxième décision. Je ne serais pas la victime de cette histoire. J'ai commencé à faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant,
prêter attention aux affaires de Marcel. Il laissait toujours des papiers du magasin à la maison, des factures, des commandes, des notes de frais, des choses qui ne m'avaient jamais intéressé auparavant. Mon père disait toujours que les questions d'argent étaient des affaires d'hommes et moi, naïve, j'y avais cru. Mais maintenant, j'avais besoin de comprendre ce qui se passait. C'est ainsi que j'ai découvert quelque chose encore plus choquant que la trahison. Marcel détournait de l'argent du magasin. De petites sommes allaient vers un compte bancaire que je ne connaissais pas. Et le pire, j'ai trouvé un document indiquant qu'il avait mis un terrain que nous avions acheté ensemble au nom d'une autre personne. Pas besoin d'être très intelligente pour deviner qui c'était. Mon beau-frère Nicolas, frère de ma sœur, travaillait comme comptable. Un jour, alors que Marcel travaillait tard, encore une fois, je suis allée chez lui avec certains des documents que j'avais trouvés. Je n'oublierai jamais le regard stupéfait de Nicolas. « Jeanne, tu te rends compte de ce qui se passe ? Il prépare le terrain pour te laisser sans rien. » Ce fut comme une seconde douche froide. L'humiliation de la trahison ne suffisait pas. Marcel prévoyait de me laisser dans la misère avec 4 enfants à élever. Le même homme qui, il y a 22 ans, avait promis de m'aimer et de me respecter jusqu'à ce que la mort nous sépare. Nicolas m'a conseillé de faire des copies de tous les documents que je trouverais et m'a aidé à comprendre ce qui se passait. Nous avons découvert que Marcel commettait même quelques irrégularités fiscales dans l'entreprise, probablement pour me cacher de l'argent quand il demanderait le divorce. Pendant 3 mois, j'ai rassemblé des preuves, des documents, noté des dates, des valeurs, des conversations, gardé tout dans un dossier caché chez ma sœur. Pendant ce temps, je continuais d'être la même épouse qu'avant. Je préparais les plats préférés de Marcel, ne questionnais jamais ses horaires, souriais quand il rentrait à la maison. Il semblait soulagé par mon apparente naïveté, ce qui ne faisait qu'augmenter ma détermination. Le moment que je craignais tant et en même temps attendais est finalement arrivé un dimanche soir. Les garçons étaient ressortis, il n'y avait que Sophie à la maison, qui était déjà couchée. Marcel est venu avec ce discours répété, disant que nous devions parler, que les choses n'allaient pas bien entre nous depuis longtemps, que peut-être il serait préférable de suivre des chemins séparés. « C'est à cause d'Isabelle de la pharmacie ?» ai-je demandé calmement, voyant la couleur disparaître de son visage. Il a bégayé, essayé de nier, mais quand il a vu que je savais tout, il a changé de tactique. Il a dit qu'il ne voulait pas me blesser, que ces choses arrivent, que nous n'étions plus les mêmes qu'avant. Et puis, il est venu avec sa proposition. Nous vendrions la maison. Il me donnerait une bonne partie de l'argent, suffisamment pour que je puisse louer un petit appartement et recommencer ma vie. Il garderait le magasin, bien sûr, parce que c'est lui qui avait bâti l'entreprise. J'ai tout écouté en silence. Quand il a terminé, je suis allée dans la chambre et je suis revenue avec un dossier. Je l'ai posé sur la table de la cuisine et j'ai simplement dit « Je pense que nous avons plus à discuter, Marcel. » Son visage, en ouvrant ce dossier et en voyant tous les documents, toutes les preuves des virements bancaires, des détournements, des irrégularités fiscales. Ah, mes chers, si je pouvais prendre une photo de ce moment et la garder pour toujours. C'était comme voir un château de mensonges s'effondrer au ralenti. « Qu'est-ce que tu veux ?» a-t-il demandé. Après un long silence, « Je veux ce qui me revient de droit. La moitié de tout ce que nous avons construit ensemble ces 22 dernières années, y compris le magasin. Et je veux que tu quittes la maison aujourd'hui. Tu peux aller vivre avec Isabelle puisqu'elle est si spéciale. » Il a essayé de débattre, de crier, de m'accuser de chantage, mais j'avais toutes les cartes en main. S'il n'acceptait pas mes conditions, j'apporterais toutes ces preuves à la police, aux fournisseurs, aux clients. Sa réputation et son entreprise seraient ruinées, sans compter les possibles conséquences légales. Ce soir-là même, Marcel a quitté la maison avec seulement 2 valises. Les enfants ont été choqués quand je leur ai dit la vérité le lendemain. Richard, mon aîné, voulait aller après son père pour lui casser la figure, mais j'ai réussi à le calmer. J'ai dit que la meilleure vengeance ne serait pas par la violence, mais par le succès. Et ainsi a commencé le chapitre le plus difficile et, en même temps, le plus gratifiant de ma vie. À 39 ans, avec 4 enfants et seulement le certificat d'études, je me suis retrouvée soudainement copropriétaire d'un magasin de matériaux de construction, une entreprise dont je comprenais à peine le fonctionnement. Mais comme ma grand-mère disait toujours, « Jeanne,
Tu n'es peut-être pas la plus belle, ni la plus instruite, mais Dieu t'a donné une bonne tête et une détermination de fer. » C'était l'heure de prouver qu'elle avait raison. Et c'est ainsi, mes chers, qu'une simple facture d'hôtel trouvée par hasard dans une poche de veste a complètement changé le cours de ma vie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce n'était que le début de mon voyage. Si vous voulez savoir comment j'ai transformé cette tragédie personnelle en la plus grande opportunité de ma vie et comment Marcel a fini par payer un prix beaucoup plus élevé qu'il ne l'imaginait, ne manquez pas la prochaine partie de cette histoire. Eh bien, maintenant je vais vous raconter comment j'ai pris en main un magasin de matériaux de construction sans avoir la moindre idée de comment fonctionnait cette entreprise. Imaginez donc, nous sommes en 1969, une femme séparée avec 4 enfants devant gérer une entreprise dans un environnement totalement dominé par les hommes. Si c'est difficile aujourd'hui, imaginez à cette époque. Pendant la première semaine après le départ de Marcel, j'ai à peine pu dormir. Je passais mes nuits à penser « Mon Dieu, où me suis-je embarqué ?» Il y avait des moments où je voulais revenir en arrière, accepter n'importe quel accord qu'il proposait, juste pour ne pas avoir à affronter ce monde inconnu. Mais alors je regardais mes enfants endormis et je savais que je ne pouvais pas fléchir. Le premier jour où je suis entré dans le magasin en tant que propriétaire, j'ai senti tous les regards sur moi. Il y avait 5 employés, tous des hommes. Monsieur André, qui était le plus ancien et s'occupait de la caisse, Jules et Martin, qui servaient les clients, Sébastien, qui s'occupait de l'entrepôt, et Pierre, un jeune homme qui faisait les livraisons. Aucun d'eux n'a caché sa surprise, et je dois dire sa méfiance, en apprenant que je serais leur nouvelle patronne. « Madame Dupont, vous allez vraiment rester ici ?» a demandé Monsieur André, un homme de près de 60 ans, qui travaillait avec Marcel depuis l'ouverture du magasin. « Le travail ici est dur, vous savez. Il faut gérer les fournisseurs, les clients difficiles, les retards de livraison. »« Oui, Monsieur André, » ai-je répondu, essayant de montrer une assurance que j'étais loin de ressentir. « Et j'aurai besoin que vous m'appreniez tout ce que vous savez. » Les premières semaines, j'ai subi des humiliations qui me font encore mal quand j'y repense. Des clients qui entraient et qui, en me voyant, demandaient si le patron était là. Des fournisseurs qui refusèrent de négocier avec moi, disant qu'ils préféraient traiter avec des hommes. Et le pire, beaucoup des anciens amis de Marcel ont commencé à répandre en ville que le magasin ferait faillite en quelques mois. « Une femme n'a pas la tête pour les affaires », disait-il. S'ils savaient comme ces paroles me blessaient, comme des lames de rasoir. Il y a eu un jour particulièrement difficile, quand un client de longue date, propriétaire d'une entreprise de construction, est entré dans le magasin et, en apprenant que j'étais aux commandes, a simplement tourné les talons en disant qu'il irait acheter ailleurs. « Je ne fais pas d'affaires avec les femmes », a-t-il dit devant tout le monde. Je suis rentré dévasté ce jour-là. J'ai tellement pleuré dans la salle de bain que mes yeux étaient gonflés. Sylvie, ma fille aînée, l'a remarqué et m'a demandé ce qui se passait. C'est là que j'ai pris une décision. Je ne cacherai plus rien à mes enfants. Ils savaient déjà pour la trahison, mais pas toutes les difficultés que j'affrontais. J'ai appelé les 4 au salon et leur ai tout raconté. Les clients qui quittèrent le magasin, les employés méfiants, les fournisseurs qui ne me respectaient plus pas. À ma surprise, au lieu d'être inquiets, ils se sont rassemblés autour de moi. « Maman, je peux aider aux livraisons après la fac », a dit Richard, qui étudiait l'ingénierie. « Comme ça, tu ne dépendras pas autant de Pierre. »« Je sais taper à la machine », a proposé Sylvie. « Je peux organiser les commandes et les factures les week-ends. » Même Robert, avec ses 16 ans, s'est offert pour aider au stock pendant les vacances scolaires. Seule la petite Sophie est restée silencieuse, mais elle est venue me serrer dans ses bras et m'a dit « Tu es la maman la plus forte du monde, tu sais ?» Ce moment a tout changé. J'ai réalisé que je n'étais pas seule dans cette bataille. J'avais 4 jeunes courageux à mes côtés, prêts à se battre avec moi. Et c'est ainsi que nous avons commencé à élaborer notre plan pour sauver l'entreprise. La première chose que j'ai faite a été de m'asseoir avec Monsieur André et de jouer cartes sur table. Je lui ai dit que je savais que beaucoup doutèrent de moi, mais que j'étais prête à tout apprendre sur l'entreprise. Je lui ai demandé s'il serait à mes côtés dans ce voyage. Le vieil homme m'a regardé longuement avant de répondre. « Madame Dupont, je travaille dans les matériaux de construction depuis 35 ans.
J'ai vu beaucoup de gens venir et partir dans ce secteur. Et je vais vous dire une chose, ce qui fait qu'une entreprise réussit, ce n'est pas si la personne est un homme ou une femme, c'est le dévouement et l'honnêteté. Si vous avez ces deux qualités, vous pouvez compter sur moi. Ces paroles étaient comme un baume. Enfin, quelqu'un qui croyait en moi. À partir de ce jour, Monsieur André est devenu mon bras droit et mon professeur. Tous les matins, nous arrivions 1 heure avant l'ouverture du magasin, et il m'expliquait patiemment comment fonctionnait chaque aspect de l'entreprise, les marges bénéficiaires des différents produits, comment négocier avec les fournisseurs, comment gérer le stock. Petit à petit, j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Environ 40% des clients qui entrèrent dans le magasin étaient des femmes, des épouses envoyées par leur mari pour acheter du matériel, des femmes au foyer faisant de petites réparations, des veuves rénovant leur maison, et toutes semblaient déplacées, intimidées par cet environnement masculin, exactement comme je me sentais dans les réunions avec les fournisseurs. C'est alors que j'ai eu une idée. Pourquoi ne pas faire de ma prétendue faiblesse ma plus grande force ? Si les hommes ne voulaient pas faire affaire avec moi parce que j'étais une femme, je me concentrerais sur les clientes femmes à qui personne ne prêtait attention. J'ai commencé à faire de petits changements dans le magasin. D'abord, j'ai embauché une employée, Christine, pour aider au service. Elle avait de l'expérience dans la vente, et plus important encore, elle comprenait la gêne que beaucoup de femmes ressentaient en entrant dans un magasin de matériaux de construction. Ensuite, nous avons réorganisé le magasin pour le rendre plus accueillant. Nous avons amélioré l'éclairage, mieux organisé les produits, mis quelques chaises pour que les gens puissent attendre. Mais le changement le plus important a été dans le service. J'ai demandé à tous les employés de traiter les clientes femmes avec le même respect et la même attention qu'ils accordaient aux hommes. Pas d'explications condescendantes ou de termes techniques inutiles pour impressionner. Juste du respect et de la clarté. Ensuite, j'ai eu une autre idée qui changerait complètement notre entreprise. J'ai commencé à proposer de petits cours gratuits le samedi, enseignant les bases de la peinture, du remplacement de robinets, des petites réparations domestiques. Faites-le vous-même, on l'appelait, à une époque où il n'existait que le bricolage destiné aux hommes. Le premier samedi, seules 3 femmes sont venues, toutes amies de ma sœur qui étaient là plus par solidarité. Le deuxième, elles étaient déjà 8, le troisième 15. En 3 mois, nous avions plus de 30 femmes qui participaient et beaucoup d'entre elles sont devenues des clientes fidèles. Une histoire que je n'oublie jamais est celle de Madame Carole, une veuve d'une 60aine d'années qui est venue à notre deuxième cours. Elle venait de perdre son mari et était désespérée parce que le robinet de sa cuisine ne cessait de goutter et tous les plombiers qu'elle avait appelés facturaient une fortune, profitant de sa situation. Nous lui avons appris comment remplacer ce simple robinet, nous lui avons vendu les pièces à un prix juste et 2 semaines plus tard, elle est revenue radieuse, racontant qu'elle avait réussi à faire le travail toute seule et économiser de l'argent qui, dans sa situation, faisait une grande différence. « Vous m'avez rendu ma dignité, Madame Dupont », m'a-t-elle dit les larmes aux yeux. Mon mari s'occupait toujours de tout à la maison. Quand il est parti, j'ai cru que je serais dépendante des autres pour toujours. Vous m'avez montré ce que je peux apprendre, ce que je peux faire. Des paroles comme celle-là n'ont pas de prix. Chaque fois qu'une femme sortait de notre magasin, se sentant plus capable, plus indépendante, je sentais que j'étais sur la bonne voie, non seulement construisant une entreprise, mais transformant des vies, y compris la mienne. Bien sûr, tout n'a pas été rose. Nous avons eu beaucoup de difficultés financières les premiers mois. Marcel avait laissé plusieurs dettes que je n'ai découvertes qu'après, et certains fournisseurs ont commencé à me mettre la pression pour le paiement. Il y a eu un mois particulièrement difficile où j'ai dû vendre mes bijoux de mariage pour payer les employés. Et comme si les problèmes financiers ne suffisaient pas, je devais aussi faire face aux rumeurs malveillantes que Marcel répandait en ville. Il disait à tous que je lui avais volé son magasin, que je ne comprenais rien aux affaires, que je menais tout à la faillite. Ça faisait mal d'entendre ces choses, surtout quand elles parvenaient aux oreilles de mes enfants. Mais vous savez ce qui est intéressant à propos du mensonge. Il a les jambes courtes. Pendant que Marcel parlait, je travaillais. Pendant qu'il répandait des rumeurs, je construisais une réputation solide auprès des clients. Et c'est ainsi, en travaillant du matin au soir, en apprenant de mes erreurs, en m'appuyant sur ma famille et des employés fidèles comme Monsieur André,
que nous avons réussi non seulement à survivre à cette terrible première année, mais à commencer à prospérer. À la fin de 1970, quelque chose d'incroyable s'est produit. Nous avons clôturé l'année avec un bénéfice, petit, c'est vrai, mais un bénéfice que beaucoup doutaient que nous obtiendrions. Nous avons pu donner une modeste prime de Noël aux employés et même organiser une petite fête au magasin. Je me souviens avoir regardé autour de moi lors de cette simple célébration, les employés, mes enfants, quelques clients fidèles devenus amis, et ressenti un bonheur authentique pour la première fois depuis cette fatidique découverte de la facture d'hôtel. Mais ce que je ne savais pas cette nuit festive, c'est que le plus grand défi était encore à venir. Marcel, voyant que le magasin n'avait pas fait faillite comme il l'avait prédit, préparait son coup final contre moi. Et Isabelle, la jeune femme pour laquelle il m'avait quitté, serait une pièce clé dans ce plan qui a presque détruit tout ce que j'avais construit avec tant d'efforts. Maintenant, je vais vous raconter le moment le plus tendu de ce parcours. Quand Marcel a tenté de donner son coup final pour me prendre tout ce que j'avais conquis avec tant de sueur, nous étions à la mi-1971. Le magasin était sous ma gestion depuis près de 2 ans et, à la surprise de beaucoup, surtout de Marcel, non seulement nous restions ouverts, mais nous commencions à connaître une légère croissance. Notre clientèle féminine augmentait chaque mois, grâce aux cours de « Faites-le vous-même » et au traitement respectueux que nous offrions. Un mardi matin, j'étais en train d'organiser la caisse quand j'ai vu une voiture inconnue s'arrêter devant le magasin. Marcel, Isabelle et un homme en costume que j'ai découvert plus tard être leur avocat en sont descendus. Mon cœur s'est emballé. Depuis notre séparation, Marcel apparaissait rarement au magasin et quand il le faisait, c'était uniquement pour créer des problèmes. « Jeanne, nous devons parler », a-t-il dit avec ce ton arrogant que je connaissais si bien. « C'est une affaire sérieuse. Pouvons-nous utiliser le bureau ?» J'ai respiré profondément, essayant de ne pas montrer la nervosité que je ressentais. « Bien sûr, Marcel. Monsieur André, veuillez vous occuper du magasin quelques minutes. » Dans le petit bureau à l'arrière du magasin, nous tenions à peine à 4. Isabelle, maintenant avec une bague de fiançailles ostentatoire au doigt, évitait de me regarder directement. L'avocat a ouvert un dossier et a commencé à sortir des documents. « Madame Dupont », a-t-il commencé d'un ton formel, « je représente ici Monsieur Marcel Dupont dans une affaire concernant la propriété de ce magasin. Nous avons des documents qui prouvent que le transfert de propriété a été fait sous la contrainte et les menaces, ce qui constitue une extorsion. Mon client est disposé à résoudre cette affaire à l'amiable, évitant un procès qui serait désagréable pour tous. » J'ai senti le sang se glacer dans mes veines, non par peur des menaces, mais en réalisant à quel point Marcel pouvait être bas. Là se trouvait l'homme qui m'avait trompé, qui avait prévu de me laisser sans rien, m'accusant maintenant d'extorsion. Et quelle serait cette résolution à l'amiable ? Ai-je demandé, gardant ma voix aussi ferme que possible. C'est alors que Marcel a souri de cette façon qui me donnait toujours des frissons. « C'est simple, Jeanne. Tu me vends ta part du magasin à un prix équitable, disons 30% de la valeur marchande, et nous oublions toute cette histoire. Sinon, nous devrons porter cela en justice. Et là, eh bien, tu sais à quel point ces choses sont longues et coûteuses. » Pendant qu'il parlait, j'ai remarqué Isabelle qui fouillait nerveusement dans son sac, visiblement mal à l'aise avec la situation. Elle semblait plus mince que dans mon souvenir, avec des cernes profonds. Quelque chose me disait que la vie avec Marcel n'était pas le conte de fées qu'elle avait imaginé. « Et si je refuse ?» ai-je demandé directement. L'avocat s'est éclairci la gorge. « Madame, j'ai ici les témoignages de 3 fournisseurs affirmant que vous avez utilisé des informations confidentielles pour nuire aux affaires de Monsieur Dupont. Ceci, ajouté aux menaces d'exposition publique, constitue un délit. » À ce moment-là, j'ai compris le plan. Marcel avait acheté le témoignage de certains fournisseurs, probablement ceux avec qui il avait des négociations obscures. C'était leur parole contre la mienne. Et dans une petite ville en 1971, qui croirait une femme séparée face à des hommes d'affaires établis, combien de temps ai-je pour décider ? Ai-je demandé pour gagner du temps. « 1 semaine, a répondu l'avocat. Après ce délai, nous engagerons les mesures judiciaires appropriées. Après leur départ, je me suis effondrée dans la chaise. Je me sentais comme si tout l'air avait été aspiré de mes poumons.
Tout ce que j'avais construit avec tant de sacrifices ces 2 dernières années était menacé. Monsieur André est entré dans le bureau, inquiet de mon expression. « Madame Dupont, tout va bien ? Que voulaient ces trois-là » Je lui ai raconté la menace. Le vieil homme a tout écouté en silence, se grattant le menton grisonnant. « Madame Dupont, vous vous souvenez de ce fournisseur de ciment, Jacques des Matériaux JM ? Eh bien, il m'a dit la semaine dernière que Marcel avait essayé de le convaincre de signer un papier, disant que vous aviez fait je ne sais quoi. Il a même offert de l'argent, mais Jacques a refusé. Il a dit qu'il n'allait pas salir son nom à cause d'une querelle de couple. » Cette information était comme un rayon d'espoir. Si Marcel essayait d'acheter des témoignages, c'est que son dossier n'était pas aussi solide qu'il voulait le faire paraître. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je tournais en rond dans la maison, réfléchissant aux alternatives. Je pourrais vendre ma part à Marcel et recommencer à zéro, mais comment subviendrais-je aux besoins de mes enfants avec seulement 30% de la valeur réelle de l'entreprise ? Et après tout ce que nous avions traversé, comment pourrais-je simplement abandonner ? Le lendemain matin, j'ai pris une décision. Je ne céderai pas au chantage, mais j'avais besoin d'aide. J'ai appelé mon beau-frère Nicolas, le comptable qui m'avait aidé quand j'avais découvert les irrégularités de Marcel. « Nicolas, j'ai besoin que tu analyses ces documents que Marcel utilise contre moi. Je veux savoir s'il y a quelque chose que nous pouvons faire. » 2 nuits plus tard, Nicolas est apparu chez moi avec des nouvelles qui ont tout changé. « Jeanne, sais-tu pourquoi Marcel est si désespéré de récupérer le magasin maintenant ? J'ai découvert que lui et cette jeune femme, Isabelle, sont pleins de dettes. Il a ouvert sa propre entreprise avec l'argent qu'il a réussi à te cacher, une société de distribution de matériel électrique, mais elle est en train de couler. D'après ce que j'ai appris, c'était l'idée d'Isabelle, qui l'a convaincue d'investir tout son capital dans ce secteur qu'elle ne connaissait même pas. Cela expliquait beaucoup de choses, y compris l'aspect fatigué d'Isabelle, mais Nicolas avait plus d'informations. Et il y a autre chose. Tu te souviens de ces irrégularités fiscales que nous avions découvertes dans le magasin avant la séparation ? Eh bien, il semble que Marcel ait continué avec les mêmes pratiques dans sa nouvelle entreprise, mais maintenant à plus grande échelle. Si le fisc enquête, il est cuit. C'était comme si une ampoule s'était allumée dans ma tête. Marcel n'était pas seulement après le magasin. Il avait besoin d'effacer les traces des irrégularités qu'il avait commises quand il en était le propriétaire. Si je vendais ma part maintenant, il pourrait modifier les livres de compte, cacher les preuves et peut-être même utiliser le magasin pour blanchir l'argent de l'autre entreprise en faillite. Nicolas, que se passe-t-il si je porte ces informations aux impôts ? Mon beau-frère a ajusté ses lunettes, pensif. Eh bien, ils ouvriraient probablement une enquête. S'ils trouvaient suffisamment de preuves, Marcel répondrait de fraude fiscale. Mais Jeanne, es-tu sûre ? Cela pourrait aussi te retomber dessus, puisque tu étais son épouse à l'époque. J'ai passé les jours suivants tourmenté par cette décision. Je ne voulais pas créer plus de problèmes, mais je ne pouvais pas non plus permettre à Marcel de tout me prendre sur la base de mensonges. C'est alors que j'ai eu une idée qui changerait le cours de cette histoire. Le 6e jour de l'ultimatum, j'ai appelé Marcel. Nous devons parler. Juste nous deux, sans avocat, sans Isabelle. Viens au magasin après la fermeture. Il est arrivé ponctuellement, avec cet air de victoire anticipée. Il pensait probablement que j'avais cédé à la peur et que j'accepterais sa proposition injuste. Alors, Jeanne, as-tu décidé d'être raisonnable ? J'ai ouvert le tiroir du bureau et j'ai mis sur la table une enveloppe. Voici ma contre-proposition, Marcel. Dans l'enveloppe, il y avait 2 choses. Premièrement, des copies des documents qui prouvaient les irrégularités fiscales qu'il avait commises les années précédentes. Deuxièmement, un nouveau contrat rédigé par un avocat que Nicolas m'avait présenté. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-il demandé, confus. « Ceci, Marcel, c'est ce qui va se passer si tu insistes sur cette histoire de me poursuivre en justice. Ces documents iront directement aux impôts et ce n'est pas la peine d'essayer de nier, car j'ai tout enregistré chez le notaire. » J'ai vu son visage pâlir pendant qu'il feuilletait les copies. Il savait que je ne bluffais pas. Et le contrat ? C'est simple. Tu retires toutes les accusations contre moi, tu signes un document reconnaissant que le transfert du magasin était légal et juste, et en échange, je ne livre pas ces preuves aux autorités.
De plus, tu transfères à mon nom l'autre moitié du magasin. En compensation, j'assume toutes les dettes de l'entreprise et je te verse une pension mensuelle pendant les 2 prochaines années. Suffisamment de temps pour que tu te remettes sur pied, si tu sais mieux gérer ton argent cette fois. Marcel est passé du pâle au rouge en quelques secondes. C'est du chantage? Non, Marcel, c'est une négociation. Le chantage, c'est ce que tu as essayé de faire avec moi. La différence, c'est que mes preuves sont réelles, pas des témoignages achetés. Il a soufflé, fait les 100 pas dans le bureau, frappé sur la table, m'a appelé par tous les noms possibles. Mais à la fin, quand il a réalisé que je ne céderais pas, il a fini par signer le contrat. Que pouvait-il faire? S'il refusait, il affronterait non seulement la honte publique, mais peut-être même la prison. 2 semaines plus tard, le magasin Matériaux de construction Dupont est devenu Matériaux de construction Nouvelle Ère, et il était officiellement à 100% le mien. Les dettes que j'avais assumées étaient considérables, mais avec un travail acharné et une bonne gestion, je savais que nous pourrions les surmonter. Ce fut une période difficile, je ne vais pas le nier. Il y avait des nuits où je me réveillais en panique, me demandant si j'avais fait la bonne chose, si je pourrais honorer tous les engagements financiers. Mais alors, je me souvenais des paroles de ma grand-mère. « Jeanne, tu as une bonne tête et une détermination de fer. » C'était le moment de le prouver encore une fois. Le plus surprenant a été ce qui est arrivé à Marcel et Isabelle après cet épisode. Avec l'argent de la pension que je payais, ils ont essayé de maintenir l'entreprise de matériel électrique. Mais les dettes étaient déjà trop importantes. En moins de 6 mois, ils ont dû fermer leurs portes. C'est alors que j'ai appris, par des clients et des amis communs, qu'Isabelle avait abandonné Marcel. Apparemment, quand elle a réalisé qu'il n'y aurait plus la vie luxueuse qu'il avait promise, elle a simplement fait ses valises et disparu. Certains disaient qu'elle était retournée dans sa ville natale, d'autres qu'elle avait trouvé un autre homme avec plus d'argent. Je n'ai jamais su la vérité et je ne me suis pas soucié de la découvrir. Quant à Marcel, il a commencé à boire lourdement après avoir tout perdu. Une fois, je l'ai croisé dans la rue principale de la ville. Il était abattu, avec des vêtements usés, le regard perdu de quelqu'un qui n'a plus d'espoir. Pendant un instant, nos yeux se sont rencontrés. Il n'y avait pas de colère là, juste une profonde défaite. J'ai continué mon chemin sans rien dire, avec un mélange de pitié et l'étrange sensation que la justice, à sa manière particulière, avait été rendue. Et c'est ainsi, mes chers, que non seulement j'ai survécu au coup final de Marcel, mais j'ai transformé sa dernière tentative de me détruire en l'opportunité qui m'a complètement libéré. Le magasin était maintenant entièrement à moi, sans fantôme du passé, sans menace en suspens sur ma tête, mais le voyage était loin d'être terminé. Les années 70 ont apporté de nouveaux défis, de nouvelles opportunités et surtout m'ont appris que cette femme timide et incertaine que j'avais été un jour était restée dans le passé pour toujours. La Nouvelle Ère n'était pas seulement le nom de mon magasin, c'était le nom de ma vie. Les années qui ont suivi ma victoire sur Marcel ont été faites de beaucoup de travail, mais aussi de grandes réussites. Nous entrions dans les années 1970, une période de croissance économique en France qu'on appelait les 30 Glorieuses. Notre ville s'agrandissait. De nouvelles constructions apparaissaient partout et cela signifiait plus d'opportunités pour notre entreprise. Je me souviens parfaitement du jour où mon fils Richard, qui avait déjà obtenu son diplôme d'ingénieur, est rentré à la maison avec une idée qui changerait notre destin pour toujours. « Maman, as-tu déjà pensé à t'étendre ? Ils sont en train de construire un nouveau quartier dans la zone sud de la ville. Il n'y a encore aucun magasin de matériaux de construction là-bas. » Je confesse que mon premier instinct a été de dire non. Nous avions déjà traversé tant de difficultés. Nous avions enfin nos comptes à jour. Pourquoi prendre des risques? Mais il y avait quelque chose dans le regard de mon fils, cet enthousiasme juvénile mélangé à une connaissance technique qui m'a fait m'arrêter pour réfléchir. Et comment ferions-nous cela, fils? Ouvrir une succursale coûte de l'argent, et tu sais que nous payons encore les dettes que ton père a laissées. Richard avait déjà tout planifié. Il avait fait une étude détaillée du marché local, analysé les coûts, projeté le retour sur investissement, m'a montré des graphiques, des tableaux, tout très bien élaboré. À ce moment, j'ai vu que mon fils n'était plus le garçon blessé par la trahison de son père.
C'était un homme d'affaires compétent. Nous pourrions commencer petit, maman. Louer un hangar au lieu d'acheter. Maintenir un stock réduit au début. Amener les matériaux plus grands du magasin principal selon les commandes. Et je peux m'occuper de cette filiale. J'ai déjà parlé avec Robert. Il est prêt à assumer plus de responsabilités ici au magasin principal pour que tu puisses te diviser entre les deux endroits. Robert, mon deuxième fils, venait de terminer un BTS en comptabilité et s'occupait déjà des finances du magasin. Sylvie, ma fille aînée, travaillait comme enseignante, mais les week-ends, elle aidait avec la partie administrative. Et la petite Sophie, qui n'était plus si petite, étudiait l'architecture et apportait des idées fraîches sur la façon d'organiser le magasin de manière plus attrayante pour les clients. J'ai réalisé à ce moment que ce n'était plus seulement mon combat, c'était une entreprise familiale, quelque chose que nous construisions ensemble. Après une semaine de réflexion, consultant M. André, qui restait mon bras droit, et faisant plus de calculs, j'ai pris la décision. Nous ouvririons la succursale. Les mois suivants ont été de travail double. Nous avons trouvé un hangar en bon état dans le nouveau quartier. J'ai négocié un loyer avec option d'achat future et nous avons commencé les rénovations pour le transformer en deuxième unité des matériaux de construction Nouvelle Ère. Richard a assumé la tâche avec tant d'engagement que je devais souvent lui rappeler de rentrer à la maison pour se reposer. L'inauguration de la succursale a eu lieu en mars 1974. Nous avons fait une petite fête avec des boissons et des petits fours pour les clients. Rien de trop extravagant. Je n'ai jamais été du genre à faire étalage. Mais il y avait une immense fierté dans ma poitrine quand j'ai coupé le ruban à l'entrée du magasin aux côtés de mes 4 enfants. 5 ans plus tôt, j'étais une femme au foyer trompée et désespérée. Maintenant, j'étais chef d'entreprise avec 2 magasins. Ce que nous ne savions pas ce jour festif, c'est que, non loin de là, Marcel observait tout depuis l'intérieur de sa vieille voiture. Une cliente l'a vu et me l'a dit plus tard. Elle a dit qu'il est resté là, immobile pendant presque 1 heure, juste à regarder avant de partir tête basse. La vie de Marcel après notre séparation a été une spirale descendante qui, je l'avoue, m'a parfois fait pitié. Après qu'Isabelle l'ait abandonné, emportant le peu d'argent qui restait, il a essayé plusieurs petites entreprises, a vendu des assurances, a travaillé comme commercial, a même essayé d'ouvrir un bar. Rien n'a fonctionné. L'alcoolisme, qui était modéré avant, est devenu sévère. Il a commencé à apparaître ivre dans des lieux publics, causant des scènes embarrassantes. Nos enfants aînés ont coupé contact avec lui après qu'il soit apparu ivre à la remise des diplômes de Robert. Seule Sophie, toujours au cœur tendre, maintenait un certain contact, lui rendant visite occasionnellement dans la petite chambre qu'il louait à l'arrière d'une pension. C'est par elle que j'ai appris que Marcel avait des problèmes de santé. La consommation excessive d'alcool avait affecté son foie et il pouvait à peine travailler. Il n'avait pas d'assurance santé dépendant du système public pour les traitements. « Maman, il a demandé si tu pourrais l'aider. »« Il n'a même pas d'argent pour les médicaments, » a dit Sophie un soir, les yeux embués. Cette demande m'a prise par surprise. Après tout ce que Marcel avait fait, après comment il avait essayé de me détruire, maintenant il venait demander mon aide. Ma première impulsion a été de refuser. Pourquoi devrais-je aider l'homme qui m'avait trompé, qui m'avait humilié, qui avait essayé de me laisser dans la misère? Mais alors j'ai regardé Sophie, j'ai vu la compassion dans ses yeux et je me suis souvenu de ma propre mère qui disait toujours « Jeanne, la meilleure vengeance n'est pas de voir l'autre souffrir, c'est d'être heureuse malgré lui. » Le lendemain, je suis allée à la banque et j'ai ouvert un compte d'épargne. J'ai déposé une somme modeste suffisante pour couvrir les médicaments et la nourriture de base pendant quelques mois et j'ai donné la carte à Sophie pour qu'elle la remette à son père. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était ce que je pouvais et voulais faire à ce moment-là. Dis-lui qu'il n'a pas besoin de me remercier. Je ne le fais pas pour lui, mais pour toi et tes frères, pour que vous sachiez que dans notre famille, nous n'abandonnons pas les gens, même ceux qui nous ont fait du mal. Pendant que la vie de Marcel s'écroulait, notre entreprise prospérait. Le deuxième magasin a eu tant de succès qu'en 1976, nous avons pu acheter l'immeuble au lieu de continuer à le louer. La même année, Robert a suggéré que nous élargissions notre stock pour inclure des matériaux de finition plus sophistiqués, des carrelages importés,
des sanitaires de meilleure qualité, de la robinetterie pour cuisine et salle de bain. Maman, il y a une nouvelle clientèle qui émerge en ville. Des gens avec plus d'argent qui veulent des maisons plus luxueuses. Et ils vont acheter ces matériaux à Paris parce qu'ici, personne ne les propose. Encore une fois, j'ai dû vaincre mon conservatisme naturel. Investir dans des produits plus chers signifiait un risque plus grand. Et si nous ne les vendions pas? Et s'ils restaient invendus dans le stock? Mais je faisais confiance au flair commercial de mon fils, qui avait hérité de mon sens de la prudence ainsi que d'une vision plus moderne des affaires. Le pari a réussi. Bientôt, notre magasin est devenu une référence non seulement pour les petites rénovations et les constructions de base, mais aussi pour des projets plus ambitieux. Des architectes de la ville ont commencé à amener leurs clients pour découvrir nos produits différenciés. Et qui dirigeait ce segment de luxe? Ma cadette, Sophie, qui avait un talent naturel pour comprendre ce que les clients les plus exigeants recherchaient. En 1979, nous avons franchi une autre étape importante. Nous avons acheté un terrain à l'entrée de la ville et construit notre 3e magasin, beaucoup plus grand que les précédents. Ce n'était plus seulement un magasin de matériaux de construction, mais un centre complet avec showroom de produits, salle pour un service personnalisé et même un petit auditorium où nous continuions à offrir nos cours de « Faites-le vous-même », maintenant élargis pour inclure des thèmes comme la décoration et les petits projets de jardinage. C'est à cette époque que j'ai reçu un appel téléphonique inattendu. C'était une infirmière de l'hôpital public. « Madame Dupont, je vous appelle à la demande de monsieur Marcel Dupont. Il est hospitalisé ici dans un état grave et a demandé à vous parler. » J'ai hésité. Cela faisait presque 10 ans que je n'avais pas parlé directement à Marcel. Que pouvait-il vouloir de moi maintenant? Mais quelque chose dans la voix de l'infirmière, peut-être l'urgence, peut-être la compassion, m'a fait accepter. L'hôpital public était un endroit triste, avec des murs écaillés et une forte odeur de désinfectant. Marcel était dans une infirmerie, avec 5 autres patients séparés seulement par de fins rideaux. Quand je l'ai vu, j'ai eu du mal à reconnaître cet homme maigre, jaunâtre, aux cheveux complètement blancs. À 59 ans, il semblait en avoir 80. « Jeanne !» a-t-il chuchoté quand je me suis approchée du lit. « Tu es venue ?»« Je suis venue, Marcel. Qu'est-ce qu'il y a ?» Il a essayé de se redresser dans le lit, gémissant de douleur avec l'effort. Les médecins disent que mon foie est détruit. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je n'ai pas su quoi dire. Malgré tout, c'était l'homme avec qui j'avais passé 22 ans de ma vie, le père de mes enfants. Je voulais te demander pardon, a-t-il continué d'une voix faible. Pour tout, pour Isabelle, pour les mensonges, pour avoir essayé de te prendre le magasin. J'ai été un imbécile. J'ai jeté aux ordures la meilleure chose que j'avais dans la vie, notre famille. Je suis restée silencieuse, absorbant ces paroles qu'années auparavant, j'aurais tout donné pour entendre. Maintenant, elles semblaient arriver trop tard. Tu as réussi, Jeanne. Tu as prouvé que j'avais tort. Une femme pouvait bien gérer une entreprise et mieux que moi. Pendant que j'ai tout perdu, tu as construit un empire. Ce n'est pas un empire, Marcel. Ce sont juste 3 magasins. Pour moi, qui n'est rien, ça ressemble à un empire. Il a souri tristement. Les garçons sont venus me voir hier, même Richard, qui avait juré qu'il ne me parlerait plus jamais. Je pense qu'ils savent que c'est l'adieu. Je suis restée avec lui encore 1 heure. Nous avons peu parlé, mais il y avait une étrange paix dans ce silence. Quand je me suis levée pour partir, il a tenu ma main. Merci pour l'aide que tu envoyais par Sophie. Je savais qu'elle venait de toi, même si elle ne l'a jamais dit. Tu as toujours été meilleure que moi, Jeanne. 3 jours plus tard, Marcel est décédé à cause de complications de la cirrhose du foie. Nous avons fait des obsèques simples, avec la présence des enfants, quelques parents et peu d'amis qui maintenaient encore contact avec lui. Pendant que j'observais le cercueil descendre dans la terre, j'ai pensé à l'ironie de la vie. L'homme qui un jour m'avait considéré comme jetable parce que j'étais plus âgé, qui m'avait échangé contre une femme 20 ans plus jeune, partait à 59 ans, tandis que moi, à 49 ans, j'étais au sommet de ma vie, tant personnelle que professionnelle. Je n'ai pas ressenti de joie à sa mort, juste la constatation que la vie a sa propre façon de faire justice. La vraie vengeance n'a pas été de voir Marcel au fond du gouffre,
Ça a été de reconstruire ma vie de façon si réussie que sa trahison est devenue seulement un chapitre, pas la fin de mon histoire. Et ce chapitre était définitivement clos. C'était l'heure de regarder vers l'avant, vers la décennie 1980 qui approchait, apportant de nouveaux défis et opportunités pour les affaires et pour moi, qui à 49 ans était prête à vivre la meilleure phase de ma vie. Avec la mort de Marcel en 1979, j'ai senti qu'un cycle se fermait définitivement. Les ressentiments que je gardais encore, même inconsciemment, ont été enterrés avec lui. C'était comme si un poids avait été retiré de mes épaules, me permettant de regarder vers l'avenir sans les ombres du passé. Nous sommes entrés dans la décennie 1980 avec 3 magasins fonctionnant bien et une équipe de près de 40 employés. Mes enfants étaient une partie fondamentale de l'entreprise. Richard s'occupait de l'expansion et des nouveaux projets. Robert administrait les finances. Sophie dirigeait le secteur des matériaux de finition et de design. Et Sylvie, qui maintenait son travail d'enseignante, nous aidait avec les formations et la partie éducative des cours que nous offrions. C'est à cette époque que j'ai commencé à penser sérieusement à l'avenir de l'entreprise. J'avais 50 ans, l'énergie à revendre et beaucoup de projets, mais aussi la conscience que nous devions nous préparer pour les temps à venir. La France traversait une période économique turbulente, avec l'inflation croissante et l'instabilité. Comment survivrions-nous à cela ? La réponse est venue d'une façon inattendue. Un dimanche après-midi, lors d'un déjeuner de famille, nous étions tous réunis dans ma maison, mes 4 enfants, leurs conjoints, qui avaient déjà rejoint la famille, et mes premiers petits-enfants. Entre une conversation et une autre, Richard a mentionné qu'une chaîne de magasins de matériaux de construction de Paris était intéressée à ouvrir une filiale dans notre ville. Ce seraient des concurrents forts, maman. Ils ont du capital, de l'expérience, du pouvoir de négociation avec les fournisseurs. J'étais inquiète, bien sûr. La concurrence a toujours existé, mais une grande chaîne pourrait vraiment affecter notre entreprise. C'est alors que Sylvie, toujours la plus calme et observatrice de mes enfants, a fait une suggestion qui changerait tout. Et si, au lieu de leur faire concurrence, nous devenions une chaîne aussi, pas seulement ici en ville, mais dans toute la région. Ah, nous l'avons regardé avec surprise. S'étendre à d'autres villes semblait un trop grand bond. Réfléchissez bien, a-t-elle continué. Nous avons la connaissance du marché local qu'ils n'ont pas. Nous connaissons les coutumes, les besoins des gens d'ici. Si nous ouvrons des magasins dans les villes voisines avant eux, nous pouvons créer un réseau régional fort. Cette idée a tourné dans ma tête pendant des jours. C'était risqué, cela exigerait un investissement, plus d'employés, plus de complexité administrative. Mais c'était aussi une opportunité de croissance, comme nous n'avions jamais envisagé auparavant. Après de nombreuses réunions familiales, analyses financières et études de marché, nous avons décidé de franchir le pas. En 1982, nous avons ouvert notre premier magasin hors de notre ville natale, dans une ville voisine qui était en pleine croissance grâce à une nouvelle usine de chaussures qui s'y était installée. À ma surprise, la répercussion a été immédiate et positive. Beaucoup de gens connaissaient déjà notre réputation et étaient heureux de ne plus avoir à se déplacer pour acheter des matériaux de qualité. Le succès de cette première expansion nous a donné confiance pour continuer. Dans les 3 années suivantes, nous avons ouvert 2 autres magasins dans d'autres villes de la région. Ce n'était plus le petit matériau de construction Nouvelle Ère, nous étions maintenant le réseau Nouvelle Ère, avec un logo standardisé, des uniformes pour les employés et un système de gestion centralisé que Robert avait développé avec l'aide d'un programmeur. Mais tout n'a pas été rose. En 1986 est venu le plan Delors, la première de nombreuses tentatives du gouvernement de contrôler l'inflation qui affligeait le pays. Soudain, les prix ont été plafonnés, le franc dévalué, et nous avons dû réapprendre à faire des affaires dans ce nouveau scénario. Je me souviens des files d'attente énormes dans nos magasins, des gens désespérés pour acheter des matériaux avant qu'ils ne manquent, du défi de maintenir le stock approvisionné, quand beaucoup de fournisseurs préféraient retenir les produits plutôt que de les vendre au prix plafonné. Ce fut l'une des périodes les plus difficiles pour les affaires, mais aussi un moment où notre union familiale a fait toute la différence.
Alors que de nombreux concurrents fermèrent leurs portes, incapables de naviguer dans ces eaux turbulentes, nous nous sommes adaptés, avons diversifié les fournisseurs et avons même commencé à produire nous-mêmes certains articles de base, comme le mortier et le ciment joint, pour ne pas dépendre autant des tiers. Au milieu de ces défis professionnels, quelque chose d'important s'est produit dans ma vie personnelle. Lors d'une convention de détaillants de matériaux de construction à Paris, en 1988, j'ai rencontré Henri, un veuf de 62 ans qui avait une scierie dans le Jura. La rencontre a été fortuite. Nous étions à la même table lors d'un dîner de fraternisation, mais la conversation a coulé de manière si naturelle que lorsque nous nous en sommes rendus compte, nous étions les derniers au restaurant. Henri était différent de tout homme que j'avais connu. Respectueux, intelligent, sans ce machisme auquel j'étais habitué à faire face dans le milieu des affaires. Nous avons échangé nos numéros de téléphone et, à ma surprise, il a appelé le lendemain, m'invitant à prendre un café avant que je ne retourne dans ma ville. Pendant des mois, nous sommes restés en contact par téléphone et lettres. Il venait me rendre visite tous les 2 ou 3 mois. Il a rencontré mes enfants, j'ai rencontré sa famille. C'était une relation mature, sans les pressions et les attentes que j'avais vécues dans ma jeunesse. À 58 ans, je me sentais comme une adolescente, expérimentant l'amour véritable pour la première fois. En 1990, après 2 ans de relation à distance, Henri m'a fait une demande que je n'imaginais jamais entendre à nouveau. « Jeanne, veux-tu m'épouser ?» Je confesse que j'ai hésité. J'avais construit une vie indépendante. J'étais à l'aise avec ma routine, avec mon espace. Avais-je vraiment besoin d'un mari à ce stade de la vie ? Mais la tendresse, la compagnie et le respect qu'Henri m'offrait étaient différents de tout ce que j'avais expérimenté. Nous avons décidé de faire quelque chose d'inhabituel pour l'époque. Nous ne nous sommes pas mariés officiellement, mais avons commencé à vivre ensemble, partageant notre temps entre ma ville et la sienne. Ce fut un scandale pour certains, bien sûr. Une dame de mon âge, en concubinage, comme il disait. Mais la vie était trop courte pour me soucier de ce que les autres pensaient. Avec Henri à mes côtés, je suis entré dans la décennie 1990 avec une nouvelle énergie. Le réseau Nouvelle Ère continuait de s'agrandir, comptant maintenant 8 magasins répartis dans toute la région. Richard, qui s'était révélé être un visionnaire dans les affaires, a suggéré que nous diversifiions nos activités. « Maman, nous avons déjà un réseau de magasins bien établi, et si nous entrions également dans le domaine de la promotion immobilière, construire des maisons et de petits immeubles en utilisant nos propres matériaux. » La société Nouvelle Ère Immobilier est née en 1992 avec un projet pilote de 20 maisons populaires dans un quartier en expansion. Ce fut un succès immédiat. Les maisons ont été vendues avant même d'être terminées. D'autres projets ont suivi, de plus en plus ambitieux, toujours avec la marque de qualité que nous avions établie au fil des ans. En 1995, à 65 ans, j'ai pris une décision importante. Je transmettrai la présidence du groupe à Richard, tout en restant actionnaire majoritaire et présidente du conseil. Il était temps de ralentir le rythme, de profiter davantage de la vie avec Henri, de découvrir des endroits dont j'avais toujours rêvé. Notre premier grand voyage a été au Portugal, terre de mes grands-parents. J'ai pleuré en posant le pied sur ce sol, pensant au parcours qui m'avait mené jusque-là, de la simple fille de province à la femme d'affaires qui pouvait voyager pour découvrir ses racines. D'autres voyages ont suivi. Italie, Espagne, Angleterre. Chaque lieu me remplissait d'enchantement et de gratitude pour la vie que j'avais réussi à construire. En 1997, quelque chose s'est produit qui m'a rempli de fierté. Le magazine régional des affaires m'a élue femme d'affaires de l'année. Lors de la cérémonie de remise des prix, j'ai regardé l'assemblée et j'ai vu mes 4 enfants, mes petits-enfants déjà adolescents, Henri les yeux embués et des dizaines d'employés qui avaient grandi avec l'entreprise. Je suis montée sur scène avec les jambes tremblantes et en recevant le trophée, j'ai seulement pu dire « Ce prix n'est pas le mien. Il appartient à une femme qui, à 39 ans, a trouvé une facture d'hôtel dans la poche de son mari et, au lieu de se laisser détruire, a décidé de reconstruire sa vie, brique après brique. » L'ovation qui a suivi résonne encore dans mes oreilles quand je me souviens de cette soirée. Les années 2000 sont arrivées, apportant de nouveaux défis et joies. Le réseau Nouvelle Ère continuait de s'étendre, maintenant avec 15 magasins dans 3 régions.
la société immobilière avait des projets de plus en plus sophistiqués, y compris notre première résidence de luxe. Et en 2003, nous avons lancé la Fondation Nouvelle Ère, un projet social pour enseigner la construction civile et l'artisanat avec des matériaux recyclables aux femmes à faible revenu. Une façon de rendre à une société qui, malgré les préjugés, m'avait permis de prospérer. Henri a été mon compagnon fidèle pendant 18 ans, jusqu'à ce qu'une crise cardiaque fulgurante l'emporte en 2006. Ce fut une perte dévastatrice, mais les années à ses côtés m'avaient appris que l'amour véritable enrichit l'âme de façon qui demeure même après le départ physique. Ses enfants et petits-enfants sont restés proches de moi, élargissant encore ma déjà grande famille. Aujourd'hui, à 75 ans, je regarde en arrière avec la sérénité de quelqu'un qui sait qu'elle a vécu intensément chaque phase de sa vie. Le réseau Nouvelle Ère compte maintenant 27 magasins dans 5 régions, administrés par mes enfants, petits-enfants et une équipe de dirigeants compétents. La société immobilière a déjà construit plus de 50 projets. Et la Fondation a déjà formé plus de 2000 femmes, dont beaucoup ont ouvert leurs propres entreprises. J'habite dans une maison confortable, mais pas luxueuse. Je n'ai jamais été du genre ostentatoire. Ma plus grande richesse, ce sont les personnes autour de moi. 4 enfants qui ont réussi, 11 petits-enfants et même 3 arrière-petits-enfants qui sont la joie de mes jours. Je continue à participer au conseil d'administration de l'entreprise, plus par plaisir que par nécessité, et je consacre une grande partie de mon temps à la Fondation, partageant avec d'autres femmes la leçon la plus précieuse que j'ai apprise. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Si vous traversez un moment difficile, si vous vous sentez trahi, abandonné, sous-estimé, souvenez-vous de mon histoire. La facture d'hôtel que j'ai trouvée ce jour-là aurait pu être la fin de mon monde, mais j'ai choisi d'en faire le début d'un nouveau voyage. Et vous pouvez faire de même. La vraie victoire n'est pas de voir l'autre tomber, mais de s'élever si haut que le passé devient simplement une marche dans l'escalier que vous avez construit. C'est la leçon que je veux vous laisser. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage de 5 décennies raconté en quelques minutes. Si vous avez aimé mon histoire, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec quelqu'un qui a peut-être besoin d'entendre que même dans les moments les plus sombres, il est toujours possible de trouver une nouvelle aube. Et comme je le demande toujours, d'où regardez-vous? Avez-vous vécu quelque chose de similaire? Comment avez-vous surmonté cela? J'aimerais beaucoup lire vos commentaires et, qui sait, m'inspirer de vos histoires aussi. Une grande accolade de cette dame de 75 ans qui a appris que la vie commence vraiment quand on décide de prendre les rênes de son destin.